Bonjour, bonjour à tous, bonjour, Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour à chacun. bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et moi je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ma dose de BBB parce qu'on l'appelle maintenant ma dose de BBB et c'est enregistré en podcast. Alors je rappelle pour ceux qui sont là, si vous ne voulez pas vous exprimer par oral, eh ben, il suffit d'écrire dans le chat et c'est OK, on le lira. Et puis, si vous voulez vous exprimer à l'oral, levez la main et ce sera très très bien. Comme ça, on pourra passer la parole à tout le monde et ce sera plus simple. Alors, bonne année à tous, bonne année à toutes. Bonne année. Bonne année tout le Bonne année, monde. meilleurs vœux. Bonne année. Meilleurs Je vœux. vous souhaite une Bonne année. belle et bien bonne année avec plein de beaux, plein de bien et plein de bons. Et comme on a l'habitude de faire avec notre thé beau bien bon, c'est ce qu'on faisait, on commence toujours par un peu de beau. Et le beau est hérité de la théorie de Barbara Fredrickson, parce que les émotions positives ouvrent l'esprit, nous permettent de pouvoir trouver de meilleures stratégies. C'est la raison pour laquelle on commence toujours par un beau, un tour de beau. Et donc, je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas à lever la main. Anne-Christine a déjà commencé. C'est parti pour un tour de beau avec Anne-Christine. Oui, comme notre rituel. Moi, les rituels, j'aime. Donc, j'avais déjà préparé. En fait, je crois que j'ai vraiment encore dans la tête les sourires de mes petits élèves de Saint-Quay-Péros, où je suis intervenue pour la 3e année consécutive. Je reprenais les ateliers et l'enthousiasme et la joie qu'ils ont eu à me retrouver, qui étaient partagés, c'était vraiment beau. C'était bien. Merci Catherine. Alors moi, je ne vais pas être originale, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'habite Saint-Malo, j'en profite. C'est ma balade d'hier sous un ciel mi-bleu, mi-gris, la couleur de la mer qui était pareille entre émeraude et gris, le soleil entre les deux, c'était juste... Super, merci, tu nous fais rêver là. Isabelle? Isabelle, moi hier c'était hier après-midi, j'ai eu la joie de recevoir ma fille et donc mes 2 petits-fils, hein, et c'est les câlins de mes petits-fils qui étaient très doux, très agréables, très très beaux, voilà. Merci. Julia? Moi, je me lance. J'ai validé mes 2 dates, enfin les 2 jours pour ma première formation PSSM. Donc, Félicitations. c'est validé avec l'espace coworking. J'ai déjà potentiellement 3 personnes qui seraient intéressées avant même que j'ai publié la moindre et que j'ai ouvert la moindre billetterie. Donc, Wow, super. ça, c'est mon beau du lundi. Ça sera publié demain matin, l'ouverture de la billetterie demain matin. Donc voilà, j'espère pouvoir attirer un maximum de monde et sensibiliser surtout un maximum de monde à ces premiers secours en santé mentale, en tout cas. Bravo Julien. Bravo, on croise les doigts pour Merci, toi. chef. Merci. Sophie? Mon beau de ce matin, c'est lié au cadeau de Noël que mes enfants m'ont offert. Et ils m'ont offert des plantes un peu prêtes à pousser, des plantes aromatiques. Donc, sont en train d'apparaître du basilic et de la ciboulette. Et ce matin, je suis allée voir les plantes qui commencent vraiment à être très visibles et avec des jolies feuilles. Et donc, voilà, je me réjouis chaque matin de voir ces plantes qui poussent et c'est très, très agréable à surveiller. Merci Sophie. Alors on a aussi dans le chat Marie-France à Grenoble qui nous dit bonjour tout le monde. J'ai un problème de micro, j'arrive pas à résoudre, du coup je pourrais que vous écouter. Et alors elle me remercie pour le podcast de la dernière fois, comme elle avait pas pu assister à notre rendez-vous, elle a pu l'écouter. Super, merci. Et alors on a Marie-France donc qui nous dit que elle c'était son jasmin d'hiver en fleurs qui était magnifique. Super. Et Julie? Oui, bonjour. Moi, mon beau, c'est la proximité de la mer, donc clin d'œil à Catherine, mais cette fois-ci depuis la Normandie. Et voilà, je pense à la promenade familiale que nous avons fait hier et qui m'a fait grand bien. Merci. Bonjour Armelle. Bonjour et bonne année à tous et à toutes. Merci. Moi, mon beau du matin, c'est le petit rayon de soleil qui a l'air de vouloir venir après la pluie et les petits moineaux que je vois s'installer sur les arbustes que j'ai là dans le jardin. Super, merci Armelle. Marie-Catherine?
Oui, bonjour à tous et belle année. Je ne vais pas être originale, mais le soleil était tellement fort face à moi que j'ai déplacé l'écran pour vous voir. Donc, c'est une gratitude de le partager avec vous. Merci Marie-Catherine. Virginie. Bonjour et meilleurs vœux à tous, parce que faut pas oublier, même si c'est passé il y a quelques jours. Alors moi, mon beau du jour, alors c'est pas le temps, c'est pas le climat clairement, vive le film alsacien, j'envie les Bretonnes, mais mon beau du jour, c'est en fait ma petite patate là. Je suis reboostée là, regonflée à bloc après 2 semaines de vacances de Noël, et puis là j'ai décidé que ça repartait comme en 40, et puis j'ai plein d'idées de projets avec mon association. Voilà, donc là, je suis à fond. C'est mon petit beau. Super, on est tous avec toi. Merci. Rebonjour Corinne. Corinne de retour. Je suis ravie d'être là. Ça fait un moment que je n'ai pas pu participer parce que j'étais en formation sur la fin d'année. Enfin, formation. Je reprenais le suivi boutique de gestion de mon entreprise. Et ça y est, je peux revenir parmi vous, j'espère le plus souvent possible les lundis matins. Donc, ça, c'est déjà ma première grande joie du jour. Pardon pour le retard, parce qu'il faut que je me remette dans le rythme. Et mon beau du jour ce matin, c'était, j'ai eu la chance de recevoir un coffret à Noël par ma fille de crème de soins bio. Et en fait, c'est tout simplement cette crème de jour qui non seulement a une texture incroyable, ça fait la peau toute douce et puis alors ça sent bon et du coup ça active tous les sens, y compris le visuel parce que ça me fait tellement du bien que je me marre dans le miroir, donc je me vois me faire du bien dans le miroir, donc c'est un soin complet, il n'y a juste pas le goût, mais mais en tout cas, c'était un grand bonheur et j'ai pensé à vous en l'appliquant ce matin en me disant « Ah, ça sera mon beau du jour ». Super, merci beaucoup Corinne. Alors aujourd'hui, on va parler authenticité. Alors dans le programme, on va déjà voir ce que c'est qu'être authentique. C'est quoi être authentique? Moi, j'ai bien quelques notes à vous proposer. Et puis ensuite, j'aimerais avoir votre expérience. Et puis derrière, l'idée aussi, c'est de se dire comment on peut travailler son authenticité et donc chacun et chacune partager nos trucs pour essayer d'être authentique. Est-ce que c'est utile d'être authentique? Est-ce que parfois, il vaut mieux ne pas être authentique et pourquoi? Et puis, est-ce que c'est facile d'être authentique? Et ce n'est pas toujours aussi le cas. Alors, dans la définition de l'authenticité, parce que l'authenticité, c'est aussi une des forces de caractère. Les forces de caractère, je le rappelle, ce sont des forces qui ont été mises à jour en psychologie positive par les travaux de Martin Seligman et Peterson. Et ces forces nous permettent de pouvoir mieux affronter la vie. Ce sont aussi des ressources que l'on peut utiliser. Et on a ce qu'on appelle des forces signatures, c'est-à-dire elles sont très très présentes. C'est un petit peu essayer de vous en débarrasser, elles reviennent au galop. Et pour certaines personnes, il y aura l'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité. Ça, c'en est une force. Alors, c'est quoi l'authenticité? C'est la capacité et la volonté de faire des choix conformes à ses valeurs, à ses croyances, à ses sentiments. Elle est considérée comme un élément fondamental et même nécessaire pour le développement et le bien-être personnel. Et l'authenticité se compose de 2 parties principales. D'une part, le courage d'être soi et d'autre part, le courage d'agir, c'est-à-dire le courage de se sentir impliqué et aussi d'accepter ses pensées, de s'accepter soi-même, ses sentiments, ses motivations. Et puis, le courage d'agir, c'est plutôt l'idée d'engagement, l'idée d'être dans l'action pour soi-même. Et une personne authentique aura davantage, et ça c'est aussi ce qu'on peut peut-être questionner, aura une meilleure estime de soi et se sentira plus libre aussi de faire des choix fondés sur ses valeurs et être en accord avec ses principes. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est l'authenticité? Qu'est-ce que c'est être authentique? Et là, je vous laisse la parole. Oui, Virginie. Alors, moi, c'est un sujet qui me parle, mais tu t'en doutes. Donc, ouais. Tu l'as... D'ailleurs, tu peux peut-être préciser ta spécificité. Ouais, alors j'ai un haut potentiel intellectuel et pour que ce soit plus fun, j'ai aussi et surtout un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, alors moi, j'ai le combiné avec hyperactivité, avec impulsivité aussi.
Donc, c'est une force, mais c'est aussi reconnu comme un handicap. Ce n'est pas forcément tous les jours facile, mais je me soigne. Et en fait, j'ai créé donc une association il y a un peu plus de 4 ans par rapport à tous ces sujets, par rapport à la neurodiversité. Ça fait partie finalement de ma thérapie. Tu peux Et la puis, en fait, citer, c'est ton juste génial. association, hein. Tu peux la citer, hein. C'est typique atypique. Voilà. Et en fait, c'est une aventure extraordinaire et je l'ai créée un peu mon image à l'image de ce que je vis avec mes enfants, ma famille. Voilà. Donc, j'avance. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail. Et du coup, le sujet du jour forcément me parle puisque être authentique, pour moi, c'est effectivement être soi-même. C'est accepter qui on est, accepter son fonctionnement. Alors, on est bien d'accord que voilà, il y a quand même un peu de politiquement correct à faire. Mais surtout être soi-même, voilà. Et puis, la définition, forcément, le courage d'être soi, d'agir, la capacité à monter, de faire des choix par rapport à ses valeurs. Bon, voilà, moi, ça me parle parce que c'est exactement ce que je véhicule avec l'association par rapport à nos profils. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, je disais, il y a le politiquement correct, il y a le consensus, ok, c'est une chose. On est bien d'accord qu'il faut être un peu diplomate, mais je trouve, alors après, ce n'est que mon opinion, je trouve que souvent, quand même, on s'oublie à force de vouloir rentrer dans la bonne case, de ne pas vouloir trop déranger. Enfin, voilà, c'est un peu la problématique qui revient, notamment quand on a un profil comme le mien. Et moi, je me rends compte, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon bain pendant 4 ans, puisque j'ai créé l'association. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé que j'allais quand même redevenir moi-même, avec les formes, bien sûr, mais voilà, être authentique, oui, être soi-même, c'est-à-dire partir à la découverte de qui on est, savoir qui on est, l'accepter, et puis cheminer avec ça. De toute façon, on a un adage qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Donc voilà, après, l'idée, c'est oui, de s'accepter, de pouvoir transformer. Moi, je donne toujours l'image du rugby, transformer l'essai, en fait. Donc, de se dire, bon, voilà, peut-être que je suis différente. Moi, dans mon cas, j'ai un TDAH qui, effectivement, certains jours, c'est quand même compliqué. Mais de me dire, de toute façon, il est là, de toute façon, je dois vivre avec. Et puis, finalement, c'est aussi une force. Et puis, arriver voilà, à transformer cet essai, à se dire qu'on peut en faire quelque chose, même si il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où c'est extraordinaire, où c'est merveilleux. Et moi, je milite beaucoup dans l'association et dans les familles que je rencontre à travers nos groupes de parole pour le fameux être soi-même et lâcher prise parce que c'est hyper important. Voilà. Merci Virginie. Oui, Merci. Anne-Christine de Bretagne. Voilà, Anne-Christine de Bretagne. Oui, alors moi, je voulais être porte-parole de ce que disait Marie-France aussi dans le chat. Elle disait être authentique. Pour moi, c'est que le dire et la pensée soient en cohérence, mais ce n'est pas si facile de l'être selon l'environnement dans lequel on se trouve. Personnellement, dit Marie-France, j'essaye de l'être le plus possible. Et ça résonne beaucoup, ce que dit Marie-France. Et puis, ce qu'a dit Virginie aussi, moi je trouve que être authentique, c'est quelque chose que j'ai découvert au travers de mon cheminement, parce que je pense que enfant, on m'a beaucoup obligée à ne pas l'être. Effectivement, quand elle a parlé du politiquement correct et des choses comme ça, juste pour dire, je suis devenue institutrice parce que justement, mon institutrice à l'école maternelle me mettait du scotch sur la bouche pour pas que je cause. Hein, donc oui. Donc c'est plus jamais ça. Donc effectivement, tu n'avais pas le droit d'être authentique. Peut-être que je dérangeais. Alors simplement, effectivement, l'authenticité. Après, c'est toujours essayer de découvrir. D'abord, pour être authentique, il faut déjà se connaître. Donc il y a beaucoup de routes à faire. Et puis il y a aussi effectivement connaître un peu éventuellement les limites, parce que c'est aussi finalement se dévoiler et éventuellement montrer sa vulnérabilité et pouvoir donner aussi du pouvoir sur soi aux autres. Donc, dans quelle mesure dans quelle mesure je me dévoile quand je me connais pour trouver un moyen aussi d'être protégée pour que des gens malveillants, ça arrive, ne prennent pas emprise ou sur moi, parce que j'en ai beaucoup souffert aussi. Donc, à travers ces épreuves, de toute façon, je pense que j'ai grandi. Je pense que tout autour de nous, et tous, pardon, Julia, on a sûrement connu des… Et donc, effectivement, l'authenticité, c'est important, mais il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte.
Merci. Merci Anne-Christine. Oui, Julien d'Alsace. Étant en minorité, j'accepte qu'on dise toutes. Vous inquiétez pas, je vais pas m'offusquer parce que il n'y a pas le tous qui sort en premier. Moi, en termes d'authenticité, il y a une phrase que j'adore beaucoup d'Oscar Wilde qui m'avait marqué. La première fois que je l'ai entendue, c'était soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et en fait, je pense souvent ça me fait penser un petit peu à ma vie, à moi, un petit peu avant. C'est-à-dire que pendant des années, jusqu'à mes, j'ai envie de dire 23, 24 ans, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire, mais pas ce que je voulais faire. Parce que tout simplement, je savais pas ce que je voulais faire. Et à 24 ans, il y a eu un petit, je sais pas, un câble qui s'est connecté là-haut, sans doute, la lumière, sans doute, ça a dû s'allumer dans une pièce. Et je rebondis sur ce que Virginie disait, ce que Anne-Christine aussi, vous disiez toutes les deux, c'est être soi-même, ouais, mais c'est surtout savoir ce que l'on veut, connaître ses limites. Je pense que quand on connaît ses limites, on sait jusqu'à où on peut aller, jusqu'à où on peut se permettre d'aller pour rester un petit peu, pour rester nous-mêmes d'une certaine manière. Donc, et rester authentique, c'est aussi une manière de rester dans ses valeurs, tout simplement, de respecter ses valeurs et de respecter qui on est, tout simplement, et de ne pas être quelqu'un d'autre, pour rebondir encore une fois sur la phrase d'Oscar Wilde. Voilà un petit peu pour moi, pour résumer vraiment, pour synthétiser ce qu'est l'authenticité. Merci Julien. Oui, Isabelle de Metz. Je vais rebondir sur ce que disait Anne-Christine, ça a vraiment résonné chez moi. Quand elle disait qu'à l'école, on lui mettait du scotch sur la bouche, j'ai vécu un peu le même genre de choses. J'avais une maîtresse qui fabriquait des bonnets avec les grandes feuilles de papier canson quand on était trop turbulent et qui nous attachait à notre chaise quand on était trop turbulent et qui nous mettait le chapeau quand on était trop bavard. Donc, manifestement, être soi, c'était à ce moment-là. Et ça laisse des traces. Et puis bon, après, dans le milieu familial, je crois que j'ai rencontré un peu le même genre de situation. Fallait rester tranquille. Et du coup, j'ai grandi avec cette sensation justement que c'était pas trop possible d'être soi-même. Donc, ça a été un vrai long chemin. Aujourd'hui, c'est une notion l'authenticité est vraiment quelque chose qui me parle parce que ça vient résonner en plus très fort avec ma nature. Ceci dit, justement, cet échange permet aussi de prendre conscience que avoir le courage d'être soi, je vais dans ce sens-là de plus en plus, et ça me semble tout à fait accessible. Le courage d'agir, c'est là où je sens les limites pour moi, où parfois il y a certaines actions que j'aurais à poser et que je peux être en difficulté de les poser parce que ça me confronte au regard de l'autre et justement à cette interdiction dont j'ai à me libérer en fait. Et puis par rapport à ce que disait Julien, je pense que la notion savoir ce que l'on veut est extrêmement importante à la base, parce qu'effectivement, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas qui l'on est, c'est tout à fait difficile, voire impossible d'être authentique, puisqu'on ne sait pas sur quelle base fixer cette authenticité. Et savoir ce que l'on veut ou savoir ce que l'on est, je crois que c'est un vrai travail de longue haleine, notamment quand dans l'enfance, cette autorisation n'a pas été donnée. Donc l'authenticité, je pense que c'est vraiment un chemin de travail personnel. Voilà, c'est quelque chose vers lequel on va, chacun à son rythme. Alors certains vont plus vite que d'autres, mais je pense que c'est vraiment un travail sur soi de longue haleine pour arriver à contacter en soi ce qui est vivant, ce qui est essentiel, ce sur lequel on ne veut pas négocier. Ouais. Et puis ensuite le mettre en œuvre dans le quotidien, entre soi et soi, entre soi et les autres. Voilà, c'est l'œuvre d'une vie, je crois, d'être authentique.
Oui, alors Virginie nous dit dans le chat aussi l'impulsivité et le fait d'agir avant de réfléchir, qui est une des caractéristiques principales du TDAH. Je répète, pour ceux qui ne savent pas, le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Facilite pas mal le fait d'être authentique. Effectivement, c'est peut-être parfois gênant, mais c'est aussi un avantage, comme tu le dis. Mm. Et puis, par rapport à la notion de vulnérabilité dont a parlé Anne-Christine, ce que je trouve, je pense qu'à partir du moment où on est en phase avec sa propre vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on la reconnaît et on l'assume, il y a quelque chose qui se dessine en soi, qui se pose en soi, qui s'intègre, qui fait que même si on la montre aux autres, ils n'ont pas tellement de prise puisque on est soi-même en accord avec ça. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce soit quelque chose sur lequel on puisse être attaqué ou blessé, en fait. À partir du moment où on accepte sa vulnérabilité, j'ai la sensation que cette vulnérabilité devient une vraie force. C'est-à-dire comment l'extérieur pourrait venir nous blesser à partir du moment où soi-même, on a conscience de nos forces et de nos faiblesses. Il n'y a pas autre chose qui me vient ce matin, mais ce n'est pas ce que je voudrais utiliser, mais enfin de ce que l'on a, de ce qui nous caractérise et qui pourrait être considéré de l'extérieur comme une faiblesse, mais à partir du moment où c'est accepté et assumé, l'extérieur n'a plus de prise là-dessus, en fait. Oui, c'est un petit peu ce qui était dit dans la définition de l'authenticité. C'est vrai d'être conscient de qui l'on est complètement et de s'accepter pleinement, y compris accepter ses vulnérabilités. C'est tout à fait vrai. Merci Isabelle. Oui, Marie-Catherine. Oui, tu disais, Elisabeth, le courage d'être soi et le courage d'agir. Et ça m'évoque beaucoup de choses parce que je crois que cette notion d'authenticité, ça s'inscrit dans le temps. J'ai toujours eu comme valeur la sincérité, l'honnêteté, aussi loin que je me souvienne. J'ai dû faire une rédaction sur ce thème quand on nous demandait ce qui était important pour nous au collège. Et ça a toujours été le cas. Donc, en valeur strictement ancrée, c'est quelque chose que l'on peut ressentir. Et ensuite, dans nos chemins de vie, faire un travail sur soi, savoir qui on est vraiment, se demander pourquoi, dans certaines situations, quelque chose n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, on était là, débordant de passion, d'énergie, envie de faire, et puis pas d'écho en face. Donc ça, c'est quelque chose qui interpelle énormément le rapport à l'authenticité, de dire, bon, là, j'étais moi, j'ai montré que j'avais envie d'aller quelque part, et puis tiens, ils ne me suivent pas. Donc, il y a un chemin sur lequel je m'interroge encore, et c'est tout le passage de entre être soi et agir, c'est un long processus et qui nécessite des rencontres, qui nécessite aussi des petits pas. Et voilà, donc le fait de rajouter cette notion d'authenticité aux valeurs de sincérité, d'honnêteté, je le vois dans une échelle dans le temps. Autant les premières étaient presque constitutionnelles ou qui font partie de nous, autant passer à l'action, partager, aller plus loin. Mais quelquefois, ça nécessite aussi l'effort de changer de cadre. Si l'endroit où je suis, où je travaille, par exemple, ne permet pas d'être authentique, s'il y a des contraintes où on me regarde un peu comme tiens, de quoi elle nous parle? Elle ne peut pas faire les choses de façon codifiée comme on le fait tous, mais peut-être qu'il faut faire un pas de côté et aller développer autre chose. Donc, c'est encore à ce stade que je bataille, que je me dis, voilà, être soi, ok, j'ai avancé, mais agir, c'est tout le chemin qui reste à faire. C'est très intéressant ce que tu dis, Marie-Catherine, parce que alors ça reprend un petit peu ce que disait Virginie en tout début de ce temps où elle disait redevenir soi-même. Alors, est-ce qu'on est soi-même? Est-ce qu'on est au sens de naître soi-même
un petit peu comme disait Isabelle ou Anne-Christine, on peut nous empêcher d'être soi-même. Est-ce qu'on redevient soi-même? Comment ça se passe pour vous, Virginie? Tu peux peut-être déployer. Ouais, par rapport à tout ce qu'on a dit, et puis je crois que ça a été noté dans le chat, par rapport à l'environnement, c'est ce qu'on appelle en termes psycho la fameuse cause environnementale. Et effectivement, en fonction du milieu dans lequel on évolue, la famille, le cercle social, c'est plus ou moins facile ou difficile. Alors moi, par ma petite expérience, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai été diagnostiquée il y a 5 ans TDAH, donc à l'hôpital civil, un psychiatre spécialisé à Strasbourg, dans la foulée, il m'a proposé de participer à une étude. Bon, j'ai dit oui tout de suite parce que de toute façon, comme je ne réfléchis pas avant d'agir et puis je trouve ça passionnant et c'est comme ça qu'on fait avancer la recherche. Et donc, j'ai participé à une étude sur justement le TDAH de l'adulte. Il y avait plein de domaines qui étaient interrogés. La première professionnelle que j'ai vue, c'était extraordinaire parce que justement, elle m'a posé des questions, c'était audio. Ça a duré 3 heures quand même. Et la première question qu'elle m'a posée, j'étais un peu soufflée d'ailleurs. La première question, c'était « Qui êtes-vous » Et là, sur le moment, je me suis dit « C'est quoi cette question ?» Enfin, voilà. Et c'était très bien fait parce que voilà, il y avait une dizaine de questions, donc ça faisait parler. Et la dernière question qu'elle m'a posée, donc au bout de 3 heures, c'était « Et à présent, qui êtes-vous » Et je me suis dit « Non, mais c'est une blague ». Et en fait, c'était extraordinaire parce qu'elle m'a fait parler. Et quand j'y suis retournée pour la restitution, elle m'a expliqué que dans mon cas, par exemple, j'avais beaucoup de chance, j'avais une très haute estime de moi-même parce que cette cause environnementale a toujours été positive parce que j'ai évolué, et je pense que j'ai beaucoup de chance dans une famille à l'écoute, bienveillante. Enfin voilà, même s'il y a des jours où c'était compliqué, enfin oui, j'ai une maman qui est extraordinaire, un papa qui fonctionne comme moi, donc c'était assez explosif. Mais voilà, ce qu'on a dit là ce matin, cette fameuse cause environnementale, c'est est-ce que on a toujours été soi-même? Est-ce qu'on le devient en cheminant parce qu'à un moment donné, on se rend compte? Est-ce qu'à un moment donné, on s'oublie parce qu'il faut avoir les bons codes sociaux, il faut rentrer dans des cases, etc., etc. Enfin voilà, c'est effectivement un cheminement et c'est rentrer, j'ai envie de dire, en résonance avec soi-même dans le sens, je l'ai dit tout à l'heure, se découvrir, peu importe l'âge, s'accepter, se comprendre, cheminer et puis après, chacun de toute façon fait comme il le souhaite, on est tous différents et puis c'est un chemin qui est plus ou moins long selon les personnes, mais je trouve que oui, c'est très important et je pense qu'on ne le dit pas assez et c'est une notion, moi j'aimerais qu'il soit enseigné à l'école parce que nos enfants souvent, et on l'a dit, il y en a plusieurs qui l'ont dit, alors moi j'ai pas eu je me souviens aussi de mon maître de CP, qui était très chouette, mais pareil, moi j'avais le scotch sur la bouche, j'avais régulièrement des punitions, enfin voilà, parce que a priori j'étais bavarde, je tenais pas en place. Bon, aujourd'hui je sais pourquoi, mais voilà, je trouve qu'on vit dans un monde où on nous casse entre guillemets. Alors c'est une image, je sais pas si c'est le bon terme, mais on est à une époque, enfin c'est là où c'est contradictoire. On a une époque extraordinaire où il y a plein de choses où on devrait s'ouvrir, où on nous parle de plein de notions, la bienveillance, l'ouverture, etc., etc. Et en fait, moi, je trouve qu'on fait plutôt un peu tout l'inverse. La bienveillance, c'est une notion, entre guillemets, conceptuelle. On nous a balancé ça, la bienveillance, mais je crois qu'on ne nous l'a pas trop expliqué. On en fera une émission. Qu'est-ce que tu as dit? On en fera un vrai sujet, je crois. On en fera un vrai sujet. Mais voilà, tout ça, je trouve que ça tourne autour de cette authenticité et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui peut-être auraient besoin de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir être authentiques, de pouvoir juste laisser parler leur personnalité. Parce que chaque personnalité est extraordinaire et riche et unique. Et ouais, je trouve qu'on ne nous laisse pas assez être nous-mêmes, tout simplement. Merci Virginie. Oui, Corinne. Oui, il faut allumer son micro, il faut que je reprenne les automatismes. Je voulais, alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi j'étais fille de militaire et j'ai été pendant 35 ans comptable, juriste et fiscaliste, donc plutôt du style à rentrer dans les cases, juste à tenter de rentrer dans les cases. Et un jour, parfois la vie frappe fort justement quand on est à côté de la plaque et quand on n'est pas soi-même. Sauf que moi, je n'étais pas moi-même, mais je ne m'en rendais pas compte. Et ce que je voulais témoigner ici, justement, c'était cette difficulté à prendre conscience
qu'on n'est pas authentique et que du coup, on se ment à soi-même. C'est très intéressant. Et en fait, il y a un adage, je voulais le partager ici, vous l'avez peut-être probablement déjà lu sur les petites citations qu'on peut voir passer, mais qui, moi, m'a fait réagir. C'est une phrase qui dit tout simplement qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on devient tarte. Et ça a été vraiment, enfin, cette phrase, elle est rigolote comme tout, mais moi, ça a été le début d'une prise de conscience. Et en fait, je voulais aussi axer mon discours de ce matin sur le fait que c'était venu chez moi travailler une autre soi-disant force, mais qui du coup avait été pour moi une grande faiblesse, c'est la loyauté. Parce qu'en fait, par loyauté à mon système familial, à mon système éducatif, à la société, à ce qu'on attendait des enfants de l'époque, eh bien, je m'en suis oubliée moi-même. Et dans le travail de développement personnel, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, la loyauté, bien sûr que c'est une force, mais tout dépend à qui tu es loyal. Et je n'avais pas compris que je pouvais être loyale à moi-même. Et c'est à partir du moment où j'ai mis le doigt là-dessus que j'ai commencé à m'autoriser à redevenir, redevenir. Je ne pense pas que j'avais quitté qui j'étais, mais c'est juste que je ne m'autorisais pas à exprimer pleinement qui j'étais. Donc voilà. Et juste un petit dernier témoignage, je voudrais quand même aller sur, je suis quelqu'un de résolument optimiste, et je voudrais quand même aller sur une note d'espoir, parce que du coup, j'écoutais donc à l'instant, oui, c'est Virginie, ton prénom, qui disait oui, on ne nous permet pas. Alors, on partageait juste en privé avec Anne-Christine, je la félicitais voilà, pour son nouveau rôle de grand-mère. Et on échangeait toutes les deux l'émerveillement qu'on a avec nos enfants respectifs, qui sont des parents mais tellement justement différents de ceux que… Alors, en tout cas, je vais parler de moi, parce que moi, j'ai tellement été formatée dans ce moule de la discipline, de la loyauté justement à un système, que j'ai malheureusement à l'époque reproduit avec mes enfants. Et moi, j'ai un fils aîné alors qui n'est pas TDAH, mais qui aujourd'hui est diagnostiqué pour d'autres choses, mais qui était un enfant avec des comportements particuliers. Et j'ai été une maman qui malheureusement à l'époque punissait sévèrement en plus parce que j'avais cette fausse croyance qu'il fallait qu'il rentre dans le moule. Alors heureusement, j'ai fait mon mea culpa depuis. Ce sont des choses qui ont vraiment été mises à plat en famille. Mais aujourd'hui, quand je vois ma propre fille élever la sienne dans ce qu'on appelle la parentalité bienveillante, et là, pour le coup, ce n'est pas qu'un concept, parce que je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont en pleine capacité de faire la différence. Pour moi, la note d'espoir, elle est là, parce que je me dis que les enfants de demain, en tout cas, peut-être pas tous, mais j'espère une grande majorité, pourront peut-être être authentiques plus vite que nous. Merci Corinne, super. Oui, Anne-Christine. Alors, attends ton micro. En synchronicité avec Corinne, parce que j'allais dire la même chose. Effectivement, moi, ça me fait beaucoup vibrer, mais j'avais envie de dire justement en toute authenticité, moi aussi, j'ai été dans le même modèle que Corinne, et j'ai rencontré des gens super qui m'ont justement permis d'avancer, comme toi, par exemple, Elisabeth, ou comme Catherine Guéguen. Et Catherine Guéguen, elle dit beaucoup… qu'elle en veut pas aux parents, parce qu'en fait on savait pas. Maintenant par contre on sait, et puis ça va être forcément un peu long, mais justement c'est ce que je disais, moi je suis émerveillée, donc j'ai une petite fille de 5 mois et un petit-fils de 1 mois, et quand je vois comment mes enfants, je crois que j'ai réussi justement à en parler, et quand on voit comme ils s'éveillent, etc., il y a de l'espoir. Et puis quand on voit les ateliers philo aussi, on se dit, c'est une petite graine qu'on sème, mais et c'est vrai, je pense que ces enfants-là, ils deviendront authentiques. C'est-à-dire que là, moi, les ateliers où on a parlé de pensée, est-ce que c'est important? Penser, c'est quoi? Et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent penser en toute authenticité. Oui. Ils peuvent s'exprimer en toute authenticité. Donc,
moi, ça m'émerveille, effectivement. Et c'est intéressant parce que ton témoignage et celui de Corinne me fait penser à un concept en psychologie qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quand nos idées ne sont pas en phase avec nos croyances profondes, avec nos valeurs profondes. Et c'est probablement là, quand on s'en rend compte, qu'on peut, si on arrive à trouver peut-être un interlocuteur, ou peut-être un chemin, à pouvoir prendre une autre direction. Oui, Isabelle. Bah, tout ce qu'on s'est dit là depuis le début avec les nouveaux témoignages vraiment résonne très fort avec ce qu'on appelle en astrologie le processus d'individuation. Enfin, c'est un concept de Carl Gustav Jung qui est repris en astrologie et qui correspond à la position de l'ascendant, c'est-à-dire vraiment exprimer qui l'on est en dehors ou au-delà de notre héritage, qu'il soit familial, social, karmique, enfin peu importe, mais c'est vraiment aller vers soi, effectivement. La notion de loyauté évoquée par Corinne aussi a un fort résonné en moi. C'est effectivement savoir envers quoi on est loyal. Et enfin, les générations, puisqu'on est quand même assez nombreuses à être des générations 60, hein, et donc où à cette époque-là, effectivement, ce qui était en vogue de manière quasi universelle, c'était la loyauté aux parents, à la société et aux règles imposées. Et tourner cette loyauté vers soi, c'est-à-dire se mettre vraiment au centre. Et quand j'évoque ça, ce n'est pas être égoïste, c'est d'abord penser à soi, c'est-à-dire exprimer qui l'on est déjà, enfin prendre conscience de qui l'on est pour pouvoir ensuite l'exprimer et du coup offrir quelque chose qui soit pleinement authentique, pleinement soi. C'est vraiment la lumière individuelle qui peut à ce moment-là s'exprimer et apporter justement notre richesse au monde, chacun à notre niveau. Et c'est ce qui va faire que, comment dire, le monde autour de nous, donc la société en général, va pouvoir évoluer, va pouvoir s'enrichir, va pouvoir grandir en conscience, parce que chacun va apporter qui il est. Mais c'est effectivement vraiment le chemin d'une vie, en fait, d'aller à la rencontre de soi et de pouvoir exprimer soi à l'extérieur. Et c'est vrai que l'époque fait que ce qui nous a pris du temps prend beaucoup moins de temps aujourd'hui aux jeunes générations. Moi aussi, j'ai ma fille aînée, donc il y a 2 petits garçons. Je suis assez admirative souvent quand je la vois faire avec et je me dis bah, merci pour ces petits êtres là qui vont pouvoir grandir dans des conditions qui vont leur permettre d'être eux-mêmes beaucoup plus rapidement. Effectivement, l'évolution fait que Corinne, tu disais, j'espère que les enfants d'aujourd'hui, enfin, je pense que les enfants d'aujourd'hui seront authentiques plus vite que nous. J'en suis absolument convaincue également. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu parlais du rapport à l'autre et à la société, on a Marie-France aussi dans le chat qui nous dit l'authenticité doit toutefois toujours tenir compte aussi de l'autre et dans l'éducation des enfants aujourd'hui, on leur apprend plus tôt qui ils sont, mais pas forcément l'interaction avec l'autre. Et ça, c'est aussi une dimension qui est très intéressante. Ouais. Bah, je trouve que ça rejoint tout à fait le concept d'assertivité, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le fait d'être soi-même, de devenir soi-même, c'est d'être en capacité d'accueillir l'autre tel qu'il est aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste j'exprime qui je suis et comment dire, et je me valorise avec ça. C'est j'exprime qui je suis pour être authentique, honnête avec moi, avec l'autre, mais je suis aussi en capacité de recevoir ou d'écouter l'authenticité de l'autre, y compris quand elle va totalement à l'encontre de ce que je suis ou de ce que je crois. C'est-à-dire, je pense que derrière l'authenticité, il y a la notion aussi de, mince, le mot m'échappe, de tolérance.
on peut pas être authentique, enfin, on peut pas se dire authentique si on ne tolère pas que l'autre soit différent de nous. Alors, pour être authentique, comment est-ce qu'on peut devenir un peu plus authentique quand on a du mal parfois à être authentique? Ça, c'est aussi une question qui est importante parce qu'on parle de chemin, d'aller de plus en plus vers l'authenticité, de redevenir soi-même. Comment on fait? Comment vous faites? À quel moment est-ce que vous vous sentez plus authentique? Qu'est-ce qui fait que vous allez vers l'authenticité à certains moments et comment vous faites? Oui, Oui, Isabelle, je voulais Virginie. juste rebondir par rapport à ce qu'on a dit avant de répondre à la question suivante. Par rapport à l'authenticité, effectivement, les nouvelles générations, et je suis assez d'accord. Après, il y a quand même juste un élément à prendre en considération qui malheureusement est quand même toujours d'actualité, c'est que l'authenticité dans le système scolaire, c'est quasi néant quand même, hein, faut le savoir. J'ai 3 enfants, 3 ados, 13, 15, 17, 3 profils atypiques, hein, avec des disparités, enfin voilà, et c'est vraiment compliqué. Et puis après, moi, j'ai repris mes bulletins, hein, voilà, parce que quand on fait un diagnostic, on nous demande de reprendre un peu et de refaire le chemin en arrière. Mais l'authenticité, je pense qu'effectivement, les nouvelles générations vont élever leurs enfants différemment, ça c'est clair. Ils pourront sûrement être plus rapidement eux-mêmes authentiques. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait avec nos enfants aussi, hein. On leur permet d'être eux-mêmes, on leur explique aussi que la plus belle chose qui soit, finalement, pour une personne, c'est de pouvoir être elle-même, de pouvoir faire ses choix, de pouvoir avancer dans la vie, pas sans contrainte, mais voilà, en ayant fait ses choix et en les assumant. Par contre, l'authenticité dans le système scolaire français, on n'y est pas encore, hein. On est même très, 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 très loin du compte et c'est souvent très compliqué, justement, pour des enfants qui ont un profil atypique, donc qui ont cette authenticité parce que souvent ils sont sans filtre, parce que voilà, je l'ai expliqué, hein, par rapport à mon profil, et c'est quand même souvent très mal perçu, c'est méconnu de toute façon, c'est très mal perçu. Et puis dans le système scolaire français, on a quand même un système où on a envie que tous les gamins d'une même classe fonctionnent pareil, soient pareils, réagissent pareil. Enfin, voilà, un gamin qui sort un peu du cadre, qui dérange, qui est authentique, qui aurait tendance un peu à interpeller les enseignants. Enfin voilà, c'est quand même pas, c'est pas ce qu'on préfère, hein. Ça, il faut quand même. Et c'est souvent d'ailleurs un problème parce qu'il y a une distorsion entre justement l'éducation qui est donnée à la maison par rapport à tout ce qu'on a dit, et puis cette évolution naturelle, j'ai envie de dire, hein, de notre manière d'élever nos enfants, et donc ce différentiel où quand les gamins sont à l'école, alors là, c'est juste, on est il y a 10 planètes qui ne sont pas alignées entre les deux. Et ça, c'est quand même très compliqué. Parce qu'à la maison, on enseigne ça à nos enfants. On leur dit, voilà, c'est aussi une force. J'ai participé là, j'étais en début de semaine dernière. Il y a le docteur Olivier Révol qui a donné une conférence à Guenot, un pédopsychiatre qui est dans tous ces sujets, qui est extraordinaire. Et justement, c'était un peu le sujet aussi. Et c'est toujours ce qui remonte, c'est que les enfants d'aujourd'hui, clairement, sont plus ceux que nous, on a été. Mais malheureusement, il y a ce fossé encore entre les enfants actuels, la manière dont ils sont élevés, le monde dans lequel on vit aussi, hein, l'évolution du monde, et le système scolaire qui, lui, quand même, est resté un peu bloqué quelques décennies en arrière. Donc, l'authenticité, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, même en entreprise, hein, alors, dans l'entreprise, ça s'ouvre beaucoup. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, justement, prônent ces valeurs et qui mettent en avant ce genre de choses. Mais ce n'est pas non plus encore... c'est pas du 100%, mais ça avance doucement. Merci Virginie. Oui, Isabelle. Je voulais répondre je voulais répondre à ta question, comment être authentique. Je ne sais pas s'il y a une réponse universelle à ce comment. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui m'a poussée à l'intérieur, malgré mes résistances, malgré mes peurs, malgré pendant de nombreuses années un état dépressif, mais quelque chose en moi qui se soumettait, demandait à s'exprimer. Et en fait, c'est vraiment cet inconfort, ce mal-être, ce besoin intérieur d'être moi qui m'a poussée sur le chemin. C'est-à-dire que dans la manière dont j'ai été élevée, formatée,
si ça n'avait pas poussé autant de l'intérieur, bah, je serais restée dans le moule, tout simplement. Et donc, ce qui m'a obligée, d'une certaine manière, c'est justement ce mal-être, ces états parfois dépressifs. Quelque chose en moi avait besoin de s'exprimer. Donc, comment j'ai fait? Ben, je suis allée voir des psychothérapeutes pendant un temps. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est toutes les techniques alternatives. La naturopathie, entre autres, hein, puisque je crois que tu as fait partie de ce chemin, Elisabeth. Donc, tout ce qui est déjà support au niveau de l'alimentation et de la micro-alimentation, mais aussi des techniques telles que l'hypnose, la kinésiologie, la sophrologie et j'en passe. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui et qui viennent se compléter et qui viennent soutenir une démarche quand elle est justement sincère et authentique. Mais ça demande, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, je parle que pour moi là, mais ça demande vraiment de dépasser les peurs qui parfois peuvent être paralysantes, peuvent donner un inconfort physique, émotionnel, psychique, psychologique tel que voilà, c'est vraiment un chemin. Enfin, pour moi, c'est vraiment un chemin, c'est un effort du quotidien, mais je sens que plus je vais vers ça et plus quelque chose en moi s'ouvre et justement, en fait, ce qui est difficile, c'est de percer la coquille. Une fois qu'elle est percée, eh bien, ça va de mieux en mieux, de plus en plus et peut-être de plus en plus vite, même si le chemin n'est jamais totalement abouti et que voilà, c'est un travail de, comment dire, du quotidien, d'être vigilant à ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on met en acte et de redresser petit à petit, entre guillemets, la barre vers la direction dans laquelle on a envie d'aller. Merci, merci Isabelle. On a Marie-France aussi qui dit « Pour moi aussi, c'est la souffrance qui m'a poussée à devenir authentique. Le masque devait tomber, ce fut douloureux, mais ô combien productif psychologiquement, spirituellement et humainement. » C'est joli ça, hein. En tout cas, c'est très profond. Oui, Corinne, tu voulais t'exprimer aussi. Oui, ben ça va rejoindre ce que vient de dire Isabelle. Quand tu disais comment on devient authentique, moi, ça se résume en « j'écoute mon corps ». Ouais. Parce qu'à un moment donné, la dissonance cognitive dont tu parlais tout à l'heure fait que si on ne redresse pas la barre, je crois qu'on tombe malade en fait. C'est ce qu'exprime aussi Marie-France dans cette notion de souffrance. Ça devient, au-delà de la souffrance psychique, ça devient de la souffrance physique, c'est-à-dire ça se traduit dans nos cellules tout simplement. Et aujourd'hui, je crois que le baromètre pour moi, c'est mon corps qui me dit si tout simplement je suis au bon endroit ou pas. Donc effectivement, ça s'apprend. Et pour répondre à cette notion de masque, parce que Marie-France l'avait exprimé aussi une première fois un peu plus haut dans le chat, je dis j'écoute mon corps parce que tout simplement, moi j'ai aussi suivi les enseignements de l'école canadienne Écoute ton corps, qui est l'école de Lise Bourbeau, voilà, où on parle des 5 blessures de l'âme. Et en face de chaque blessure, que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice ou l'humiliation, on porte des masques pour justement essayer de composer avec cette souffrance, avec cette dissonance cognitive et pour se suradapter finalement à une situation qui ne nous convient pas. Et l'idée, c'est véritablement de faire tomber les masques pour revenir à une situation plus alignée finalement à qui on est. Voilà, oui, comment il est là pour moi en tout cas. Oui, oui, oui. Et notre corps est vraiment le livre de notre histoire, hein. On porte nos blessures physiquement, on les porte psychologiquement, mais on les porte aussi physiquement. C'est tellement vrai. C'est engrammé en fait, hein, donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut désengrammer. On peut quand même justement rétablir tout ça. Voilà, c'était mon comment. Merci. Et alors, il y a la méditation qui peut être utilisée, il y a l'écoute des émotions qui peut être utilisée. Est-ce que vous avez des expériences à relater par rapport à ça? Oui, oui, Isabelle, oui, et d'autres, hein. Oui, bah oui. Tant que les mains sont pas levées, je lève la mienne. Mais en l'occurrence, moi, ça a été l'écoute des émotions qui a été vraiment quelque chose comment dire, de révélateur. En fait, j'avais
j'étais tellement engluée par mes émotions. Donc, j'avais un système émotionnel extrêmement développé depuis toujours, donc qui m'amenait à de la tristesse, enfin bref, à être pas bien. Et pour autant, il m'a fallu très longtemps avant de comprendre que c'est en plongeant dedans, c'est-à-dire au lieu de le refuser et d'essayer de mettre un paravent pour qu'elle vienne pas m'atteindre, c'est en plongeant dedans et donc en écoutant ce que cette souffrance avait à me dire que j'ai pu, faire les premiers pas. Je me souviens du tout premier, c'est lors d'un échange avec une amie et à l'époque, je faisais du Reiki et donc le maître Reiki disait lâcher la falaise et moi, ça me parlait tellement pas. Et donc, cette amie me dit, mais comment ça se manifeste chez toi? Ben, moi, j'ai l'impression d'être dans un marécage et que je vais être engloutie, quoi, littéralement. Et elle me suggère de ne plus bouger, de me laisser glisser. Sur l'instant, j'allais lui répondre, c'est pas possible. Et puis, une voix en moi est venue me dire, essaye. Et c'est la première fois où en fait j'ai compris que une fois la traversée de toute cette boue, enfin c'est l'image qui parle pour moi, mais chacun aura son scénario, mais une fois traversé ce moment d'inconfort où on a l'impression qu'on va littéralement mourir, il y a de la lumière qui arrive. Et donc, c'est cette prise de conscience-là. Après, le chemin ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu cette prise de conscience et puis un certain travail a pu commencer, en fait, à partir de ce moment-là. C'est rentrer dedans. Encore aujourd'hui, il m'arrive d'être dans cette résistance à rentrer dedans et je m'aperçois chaque fois que quand je lâche prise et que j'accepte de me poser, de rentrer dans l'émotion et de voir ce qu'elle a à me raconter, eh bien, quelque chose de lumineux peut prendre sa place et faire son œuvre, en fait. Voilà. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, parce que moi c'est la CNV de Marshall Rosenberg qui m'a sauvé la vie. Très bien. Et effectivement, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert que j'avais des émotions, que je pouvais les nommer, et que je pouvais m'appuyer là-dessus parce que j'avais des besoins, parce que je ne savais même pas que j'avais des besoins. Et du coup, je pouvais formuler les demandes. C'est tellement simple et basique, mais c'est tellement dur à mettre en place. Mais ça m'a effectivement ouvert des portes et j'ai découvert tous les outils qu'il peut y avoir. Oui. Mais c'est un outil très précieux et que je mets en place tous les jours. Dans les outils qu'on peut utiliser également, il y a le dialogue avec soi-même. Alors, le dialogue avec soi-même peut être exploré seul, mais peut aussi être exploré à l'aide d'un thérapeute. Et avez-vous aussi expérimenté ça? Et Julien, je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie. Oui. Moi, depuis depuis quelques années maintenant, je fais beaucoup de méditation. C'est pas de la méditation comme on peut l'entendre. Je suis pas devenu moine tibétain non plus. J'utilise tout simplement l'application Respirelax, ça suffit amplement. Donc tous les matins ou tous les soirs, en fonction de en fonction des possibilités dans la journée. Et le sport beaucoup aussi, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup tous azimuts. Je pars souvent un peu à gauche, à droite, devant, derrière. Je m'arrête, je reviens. Enfin, souvent je suis devant mon ordinateur, j'ai plein d'idées et au final je me retrouve 1h30, 2 heures plus tard, j'ai rien fait en fait. J'ai pas avancé plus que 2 heures avant. Parce qu'en fait, je suis tout azimut. Donc, ce que j'utilise après, je l'ai accepté, je suis comme ça, mais je sais très bien que la méditation me permet de me calmer, de revenir à l'instant présent. Et le sport, contrairement à l'image qu'on a un peu du sport, un petit peu où on a ce côté un peu énergique, dynamique, pareil, ça me permet de me recentrer. Et quand je finis une bonne séance de sport, moi, je suis calmé et au moins, j'ai les idées claires. C'est surtout ça, je pense. Tout est un petit peu plus clair là-dedans. Je sais vers où aller, à gauche, à droite. Et pour l'avoir essayé, avant le sport, je pars tous azimuts, j'avance pas. En revenant du sport ou un petit peu de respirelax, un petit peu de méditation, je me remets devant mon ordi. Et je sais, j'arrive à schématiser le plan de la démarche à suivre pour la suite. Voilà un petit peu. Enfin, voilà, c'est à moi mes petits tips à moi qui sont propres à chacun a les siens. Moi, c'est les miens en tout cas. Et c'est super, Respirelax, tout le monde peut le télécharger. C'est une application qu'on trouve gratuitement, une application de cohérence cardiaque et c'est vraiment super. Et Catherine nous disait marcher dans la nature aussi, oui, super. Oui, marcher dans la nature. Et puis, on avait aussi alors une remarque qui était assez amusante.
en entreprise, l'authenticité fonctionnerait si ça rapportait 3 points d'exclamation et un clin d'œil. Oui, oui, Ça, oui. effectivement. Je confirme, je me permets de confirmer cette phrase-là. J'étais dans une réunion un peu professionnelle, donc composée que de DRH. Et je me suis rendu compte d'une chose aujourd'hui, une chose en entreprise, pour qu'elle intéresse, il y a 2 choses. Qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça fait économiser? Et aujourd'hui, malheureusement, l'authenticité, c'est difficile de faire comprendre que ça rentre dans une de ces 2 cases, effectivement. Donc, pour eux, voilà. Je me suis permis juste cette petite aparté. Oui, je me permets de rebondir parce que j'ai répondu dans le chat que l'authenticité en entreprise devra être acceptée avec les nouvelles générations. Et ça fait le lien de nouveau avec la conférence que j'ai vue la semaine dernière. Et clairement, la génération, alors moi je reprends la génération des enfants, hein, qui sont les citoyens de demain, hein. Oui, clairement, l'entreprise devra s'adapter. Elle n'aura pas le choix parce que les jeunes aujourd'hui, et c'était surtout le propos d'Olivier Révol, c'est plus du tout comme nous ou comme nos parents. Grosso modo, hein, je schématise, c'était une image qu'ils donnaient, ils en ont un peu plus rien à faire et c'est avant tout eux, leur bien-être, leur façon d'être, leur authenticité qui prime sur le reste. Et c'est là qu'on a un changement de paradigme qui est énorme. Et c'est pour ça que je disais qu'en entreprise, ça commence. Alors oui, il y a toujours la notion pécuniaire, c'est clair. Hein, ça, je crois que ça ne changera jamais. Mais quand même, les entreprises n'auront pas le choix. Je pense qu'elles devront s'adapter. Elles n'auront pas d'autre solution parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Il y a des pays qui l'ont fait, hein, donc il n'y a pas de raison. Après, il y a aussi la culture, la mentalité. On ne va pas revenir là-dessus. Mais je pense que c'est un passage obligé, en tout cas. Oui, Catherine. Merci, Virginie. Oui, Catherine, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste te dire qu'effectivement, donc je ne sais plus qui en avait parlé tout à l'heure. Donc il y a Virginie qui avait parlé de l'éducation nationale et donc Anne-Christine dans le chat qui avait parlé des entreprises. Et effectivement, en fait, moi j'ai par moment, moi je suis hypersensible, hein, donc là, ça me parle bien tout ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai su assez tardivement que j'étais hypersensible, mais c'est pas le débat. Mais c'est vrai que je me disais toujours, et ça m'arrive encore très très souvent, de dire je suis une extraterrestre ou je ne vis pas à la bonne époque. Voilà, ça résume un peu ça. Et en fait, quand j'entends effectivement, et quand je le vois, parce que j'ai des clients aussi bien ados, enfants qu'adultes, j'ai l'impression qu'on est coincé dans un espèce de, je sais pas, espace-temps, un vortex, c'est ça la bonne, entre effectivement les catastrophes qui peuvent se passer au collège, au lycée, à l'école, etc., où on entend juste des trucs, j'entends juste des trucs hallucinants avec mes clients. Donc, mon exemple préféré, c'est ma prof d'anglais m'appelle Ikea. Je dis, bon, pourquoi elle s'appelle Ikea, ta prof d'anglais? Parce qu'elle dit que je suis mal montée. 14 ans. Voilà, ça c'est fait. Et effectivement, ce besoin, cette nécessité d'entreprise où c'est toujours le profit. Et j'ai envie de vous dire, l'authenticité, c'est sûr qu'au bout d'un moment, enfin, c'est pas au bout d'un moment, on est un peu obligé, même si on a envie d'être le plus authentique possible, il y a plein de fois où on est un peu obligé de se taire, clairement. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est compliqué d'être toujours authentique sans s'attirer les foudres des uns et des autres, et c'est bien dommage. Et peut-être est-il protecteur parfois de ne pas être authentique. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est si tu veux pas, si tu veux, j'allais dire souffrir, mais c'est effectivement quand même un peu ça. Si tu veux un minimum te protéger, effectivement, tu rentres dans le moule et tu ne dis rien. Enfin, tu rentres dans le moule en apparence et tu ne dis rien. C'est quand même un peu triste. Hein. Oui, c'est aller vers l'authenticité tout en sachant parfois se protéger. L'authenticité intérieure, j'ai envie de te dire. On avait Armel. Je dis rien, mais t'en poses pas moi. On avait aussi Armel qui parlait d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Je trouve effectivement ça très intéressant. Ça revient à l'idée on disait que l'enfant était authentique. On peut peut-être l'amener avec des causes environnementales à ne plus l'être. Et ensuite, on essaie de travailler tous à un chemin pour revenir vers l'authenticité en étant à l'écoute de ses émotions, parfois aussi de ses dissonances cognitives pour mieux pouvoir les travailler ensemble. On arrive à la fin de, de ce temps de partage parce que ça reste un temps de partage et merci à tous d'y avoir participé. On termine toujours par notre rituel de bon. Donc, avec quel mot allez-vous repartir? Quel moment de gratitude vous pouvez donner aussi? Quel mot de gratitude vous pouvez donner à tous ceux qui ont participé, présenté et à tous ceux qui ont été simplement présents? Oui, Sophie.
Moi, je repartirai Ambassadrice Beaubienbourg de Vendée. je repartirai avec le mot alignement. Merci Sophie. Oui, Julia. Moi, ce sera 3 mots, c'est soyez vous-même. Bien. Merci. Anne-Christine. Résonance. Oui, Sarah. Alors, Sarah. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je n'ai pas trop participé, mais je regarderai bien le replay, enfin l'enregistrement avec plaisir. Et le mot, donc, c'est alignement et rayonnement. Alignement et rayonnement. Rayonnement. Ouais. Merci. Merci. Voilà. Oui, merci. Ben, moi, ce sera deux mots, lâcher prise et être soi-même. Et ça va bien ensemble. Merci. Oui, Nathalie. Oui, moi, ce serait richesse des propos qui ont été échangés et richesse aussi d'être authentique et d'accepter l'autre en étant authentique aussi. C'est une richesse de la vie. Merci, Nathalie. Corinne? Eh ben moi, je vais dire optimisme parce que j'ai envie de m'accrocher à notre note d'espoir, en fait. Merci. Julie? Mon mot, c'est encouragement. Je me sens très encouragée voilà, dans des choix et des postures que j'ai choisies. Merci. Merci, Julie. Isabelle? Isabelle, c'est courage. courage de poursuivre le chemin, de mobiliser l'énergie dans le sens de l'authenticité toujours. Merci. Et Catherine? Moi, c'est espoir de voir un monde de plus en plus authentique. Formidable. Merci. Moi, j'aimerais vous remercier tous d'être authentiques. Parce que quand on se retrouve ici, c'est ce que j'ai entendu à propos, parce que maintenant c'est diffusé en podcast. Vous le pouvez le retrouver donc en podcast avec Ma Dose de BBB. Et ce que j'ai entendu comme retour, c'est chouette parce que c'est vrai. Et merci à vous. C'est vous qui êtes vrai. Et merci de ce moment, merci de ce partage, c'est précieux. Merci Elisabeth, merci à toi. Merci Elisabeth. Merci. La semaine prochaine, on se retrouve avec Julien. On fera co-animation autour des premiers secours en santé mentale. Ah, C'est super. quoi la santé mentale? C'est quoi les premiers secours en santé mentale? Je sais qu'on a des secouristes en santé mentale ici. Cohérence cardiaque. Voilà, on essaiera d'en parler et d'en parler joyeusement, positivement, parce que dans ce temps de partage qu'on appelle Ma Dose de BBB, on prend des ressources. C'est vraiment ça, hein. Je travaille beaucoup sur les ressources. Et donc, ce sont ces ressources qui nous sont utiles. Et la santé mentale, pour préserver notre santé mentale, on a des ressources. Donc, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci. Merci.